Aujourd'hui, c'est d'aliments santé dont nous allons parler. J'ai plaisir à interviewer Valérie Toussaint, naturopathe, qui va nous parler de l'alimentation pour soutenir notre pleine santé. Bonjour et bienvenue dans Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie. Je suis Virginie Roland, énergéticienne Lungyo tibétain ancestral et coach des états internes avec la théorie polyvagale. Je vous emmène en exploration d'un sujet lumineux pour agir à la source de votre énergie. J'ai plaisir à accueillir Valérie Toussaint, naturopathe, aujourd'hui, qui va nous présenter en quoi l'alimentation peut soutenir notre santé, notre pleine santé, et quels sont les aliments à privilégier. Valérie. Oui, bonjour Virginie, bonjour à tous. Merci en tout cas de cette invitation. Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis naturopathe depuis 2016. Je me suis formée à la naturopathie dans le cadre d'une reconversion professionnelle après avoir eu un parcours quand même assez diversifié. Et la naturopathie a été vraiment pour moi l'occasion de valider une intuition que j'avais depuis toujours, à savoir trouver un équilibre et une connexion à la nature, permettre vraiment de se retrouver, de se connecter à soi. Et c'est cette connexion à soi qui amène vraiment à la santé. Et d'ailleurs, avant d'entreprendre ma formation de naturopathe, je produisais aussi des plantes médicinales parce que je recherchais déjà cette connexion-là. Voilà, donc la naturopathie, on la présente souvent comme l'ensemble des techniques naturelles qui contribuent à retrouver ou à préserver sa santé, la santé qu'elle soit psychique, physique ou émotionnelle. Et pour moi, les plantes font vraiment partie intégrante de ce travail et de ces techniques, puisque j'en propose en consultation sous différentes formes, que ce soit bien sûr en tisane, huile essentielle, gémothérapie, etc. Et puis bien sûr, dans ces techniques, on a l'alimentation dont on va parler aujourd'hui. Et l'idée ici, c'est bien de vous présenter des recommandations en matière d'alimentation qui contribuent justement à une meilleure santé, à une bonne santé, à préserver sa santé. Et on va voir que finalement, ces techniques, pour moi, ce ne sont pas des recettes toutes faites, mais ce sont toujours des techniques et des pratiques et des recommandations adaptées à chacun par rapport justement à déjà son approche en matière d'alimentation, puisqu'on n'a pas tous les mêmes repères, on n'a pas tous la même culture ni la même éducation par rapport à ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de bien cerner chacun pour lui apporter les recommandations qui lui correspondent le mieux. Voilà un petit peu comment moi je pratique la naturopathie sous tous ses aspects, que ce soit dans les recommandations alimentaires, dans les conseils en matière de plantes, dans les apports énergétiques, etc. Que devons-nous savoir sur les différentes catégories d'aliments? Pour une alimentation équilibrée, quels sont les différents types d'aliments à intégrer chaque jour pour soutenir notre santé? Je vais donc vous présenter des recommandations simples, essentielles et accessibles à tous pour aller vers une alimentation vivante, saine et revitalisante. Ces recommandations, ne vous attendez pas à ce que je vous donne une assiette type pour chacun, puisque je suis plutôt dans l'idée d'adapter les recommandations en fonction du départ, du point de départ de chaque consultant. Mais pour aller vraiment sur ces premières recommandations, je vais commencer par vous parler des groupes d'aliments, les glucides, lipides, protides, vitamines et minéraux. Et à partir de cette classification et des propriétés qui se dégagent, on arrivera à des recommandations plus générales, plus globales, qui vous permettront aussi ensuite de les décliner par rapport à vos premiers groupes d'aliments. On a les glucides. Donc, les glucides, ce sont ces aliments qui sont à base de céréales, beaucoup, donc le pain, les pâtes, le riz, la semoule, et beaucoup d'aliments à base de céréales. Et dans ces glucides, on a tendance à distinguer des sucres lents et des sucres rapides, puisque même le pain, c'est un sucre, mais un sucre lent, c'est-à-dire c'est des grosses molécules d'amidon qui vont se dégrader.
et qui vont apporter donc de l'énergie. Et les sucres rapides, avec des fruits qui sont aussi assimilés assez rapidement. Alors en fait, ce qui fait la distinction entre les sucres lents et les sucres rapides, c'est la notion d'index glycémique, donc je vais l'expliquer juste après. Ces glucides, on en a besoin à la fois pour nourrir le cerveau et quand on fait un effort physique, eh bien, on consomme aussi des sucres qui sont vraiment essentiels au travail intellectuel et musculaire. Alors, pour vous expliquer la question de l'index glycémique et avoir quelques repères par rapport à ça, l'index glycémique, c'est en fait le pouvoir glycémiant de chaque aliment. En gros, c'est la vitesse d'augmentation du taux de sucre dans le sang induit par l'absorption de l'aliment. Donc, ce qui se passe, par exemple, quand on mange des pâtes ou quand on mange tout simplement des sucres rapides, le taux de sucre dans le sang augmente très vite. Or, ce taux de sucre, il doit être tout le temps constant et maintenu à 1 gramme par litre. Et pour ça, on a une hormone qui le régule, c'est l'insuline. Donc, dès lors que ce taux de sucre augmente, il y a une sécrétion d'insuline par le pancréas pour réguler ce taux et le maintenir à 1. Les aliments qui ont un IG élevé, donc ici ça peut être supérieur à 70, globalement quand même quand on est au-dessus de 70, on parle d'IG élevé, ça veut dire qu'il y a vraiment une augmentation très rapide du taux de sucre dans le sang et derrière une très forte sécrétion d'insuline pour le réguler. C'est vrai qu'il y a des pains qui sont vraiment très riches en céréales qui peuvent descendre vers des IG un petit peu plus faibles que le pain blanc. Les pommes de terre, en fonction aussi du mode de cuisson, les IG peuvent varier. Donc ça, c'est vrai que si vous voulez affiner ces questions-là, on peut vraiment avoir des informations et adapter aussi son alimentation plutôt pour être sur des IG faibles. Justement, on évite à l'insuline de faire le yo-yo, on évite la fatigue pancréatique et on évite tous ces mécanismes inflammatoires qui risquent de se produire à force de sécrétion d'insuline et toutes les réactions d'insulinodépendance. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt sur des glucides lents. Donc, le deuxième groupe, ce sont les lipides. Ce sont des acides gras, donc des corps gras. Et parmi ces corps gras, on a des bons et des mauvais acides gras. D'abord, le rôle des lipides, parce que je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Les lipides, ce sont les constituants des membranes de toutes nos cellules. C'est-à-dire que chacune de nos cellules est entourée d'une couche de ce qu'on appelle de phospholipides. Et ce sont elles qui régulent tout ce qui rentre et ce qui sort de chaque cellule. Donc, c'est vraiment important finalement d'avoir des lipides, enfin d'en consommer, d'avoir des bons lipides de qualité pour avoir une membrane de qualité autour de chaque cellule. Et en même temps, il ne faut pas oublier que le système nerveux, et notamment le cerveau, c'est également du gras. L'intérêt quand même de ne pas exclure de son alimentation tous les types de gras en disant ça va me faire grossir, je n'en veux pas. On en a vraiment besoin, mais on a besoin de ce qu'on appelle des bons acides gras. Alors, pour trouver les bons acides gras, on fait une distinction d'abord entre ce qu'on appelle les acides gras saturés et les acides gras non saturés. Alors, parmi les acides gras saturés, je vous en présente quelques-uns. Vous avez le beurre, vous avez tous les fromages, les produits laitiers relativement crémeux, les pâtes molles, et puis alors l'assiette de charcuterie. Là, on est vraiment sur des acides gras saturés. Alors, les acides gras saturés, il ne faut pas les éliminer systématiquement de son alimentation, mais en règle générale, si vraiment on doit aller sur des quantités, ce sont des acides gras pour lesquels il ne faudrait pas dépasser, leur part ne devrait pas dépasser 20% dans la part apportée par les lipides dans l'alimentation. Donc, à limiter, on en a besoin, on peut consommer du beurre, mais évidemment, si dans une journée, vous mangez des tartines de beurre le matin, le midi, vous faites un sandwich fromage et le soir, assiette de charcuterie, il est évident que vous allez dépasser votre quota en acides gras saturés. Alors, ceux qui sont très intéressants aussi, ce sont les acides gras insaturés. Alors, ces acides gras insaturés, on pourrait résumer où on a à la fois des poissons gras, on a des huiles végétales, on a des fruits ou des produits avec beaucoup de gras comme l'avocat, et puis les fruits secs, noisettes, noix, amandes aussi un petit peu, qui sont également riches en acides gras insaturés, qui peuvent être quand même assez dommageables. Sur les acides gras insaturés, donc ceux qui sont issus des poissons gras, ceux qui sont issus des huiles végétales, ceux qui sont issus aussi de certains fruits secs et des oléagineux,
Dans ces acides gras insaturés, vous avez probablement entendu parler des oméga 3 et on a aussi l'habitude maintenant de parler des oméga 6. Alors, les oméga 3 sont anti-inflammatoires, donc on a tendance à les privilégier, à faire en sorte que l'alimentation en apporte beaucoup. On les trouve notamment dans certaines huiles, l'huile de soja, l'huile de lin, l'huile de chanvre, cameline, colza. Et puis, on les trouve aussi dans les huiles de poissons des mers froides, comme le saumon, mais aussi les petits poissons gras. Et les oméga 6 sont au contraire plutôt pro-inflammatoires. Ils sont aussi présents dans certaines huiles comme les huiles d'argan, noisettes, maïs, pépins de raisin, sésame, tournesol. Et puis, dans certains produits d'origine animale qui, en plus, ont été nourris avec du maïs et du soja. Et la difficulté actuellement, c'est que finalement, le ratio entre oméga 6 et oméga 3 est complètement déséquilibré. On considère qu'il faudrait à peu près 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, il faut des oméga 3, mais il faut plus d'oméga 6 quand même. Mais actuellement, compte tenu notamment de l'utilisation de l'huile de tournesol, par exemple, dans l'industrie, et puis des nombreux produits d'origine animale nourris au maïs et au soja, on se retrouve avec un ratio de l'ordre de 20 fois plus. Donc, la balance penche beaucoup trop fortement de ce côté-là. Il faudrait vraiment ramener plutôt des huiles de type colza, cameline et puis des poissons gras, des petits poissons gras dans l'alimentation, avoir un ratio en oméga 3 qui soit quand même satisfaisant. D'où l'intérêt de consommer des huiles, de bien choisir ces huiles et de bien choisir ces produits, si possible des huiles bio de première pression à froid, en ayant en tête que ce qu'on consomme sous forme d'acides gras insaturés, c'est ce qui va composer les membranes de chacune de nos cellules. Donc, si les huiles sont bio, c'est vraiment encore mieux parce que ça vous assure des membranes cellulaires de qualité. Voilà, je crois que c'est tout sur les lipides. Oui, voilà. Et on arrive à la dernière catégorie d'aliments qui sont les protides ou les protéines. Donc, parmi les sources de protéines, on a des protéines dites animales, toutes les viandes, les produits laitiers, les œufs, les poissons. Et puis, on a toute une gamme de produits qui contiennent aussi, qui sont très protéinés, mais qui sont issus des végétaux, donc les pois chiches, les lentilles et tous ces oléagineux qui permettent d'apporter des protéines d'une autre façon que les protéines animales. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous dire qu'il faut absolument éviter les protéines animales et privilégier les protéines végétales. Il y a des distinctions à faire. On n'assimile pas tous les protéines végétales ou les protéines animales de la même façon. Et on se rend compte que parfois, consommer quand même des protéines animales, même si on pourra dire que c'est acidifiant pour le corps, on a quand même souvent besoin des deux, juste à doser la part que l'on mange aussi en fonction de l'écoute que l'on a de son corps. Le rôle des protéines, bien sûr, fondamental, c'est elles qui constituent notre structure, notre squelette, nos muscles. Et puis, il y a des rôles fonctionnels, évidemment, aussi dans toutes les réactions métaboliques qui peuvent se produire. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'un aliment, à part le sucre, par exemple, qui est juste un glucide, mais sinon, un aliment comporte toujours à la fois des protéines, à la fois des glucides et à la fois des lipides. Par contre, il y a un groupe qui domine. Quand on est plutôt sur des produits comme de la viande, on est avec une dominance de protéines, et quand on est plutôt sur du pain, on est avec une dominance de glucides. Mais à chaque fois, on a quand même les trois. Alors, je voulais ajouter, disons, des éléments, on va plutôt dire ça, qui sont un petit peu différents, mais dont on a absolument besoin et qui doivent être apportés par l'alimentation. Ce sont les vitamines et les minéraux. Donc, les vitamine A, vitamine B, vitamine C. Bon, vitamine D, c'est un petit peu différent parce qu'elle est liée au soleil. Vitamine E, vitamine K, et puis les minéraux, c'est le fer, le zinc, le cuivre, le calcium, le magnésium. Donc, tous ces constituants, finalement, ils sont présents et ils sont apportés par l'alimentation en petite quantité, beaucoup plus petite quantité que les précédents, que les glucides, lipides et protéines, mais ils participent de façon essentielle aux réactions biochimiques du corps
et à certaines fonctions, que ce soit des contractions quand on contracte un muscle, les contractions cardiaques, que ce soit la transmission de l'influx nerveux, que ce soit les mécanismes de l'immunité. Donc vraiment, les vitamines et les minéraux sont aussi des éléments essentiels. Il ne faut pas les négliger. On peut aussi se complémenter si vraiment on sent qu'on est un petit peu faible par rapport à ça. C'est aussi tout le travail du naturopathe. Mais on en a des besoins en petite quantité, bien sûr. Merci Valérie. Je t'invite à nous partager tes connaissances et tes recommandations pour que notre alimentation nous soutienne et soutienne notre santé. Alors, quelques grands principes. D'abord, le premier principe par rapport au groupe d'aliments, les glucides, lipides, protéines, vitamines et minéraux, c'est d'éviter d'en supprimer un. L'idée, c'est vraiment de garder en tête tous ces aliments et de ne pas en supprimer. Après, on fait le choix si on veut des protéines animales ou pas, c'est un autre choix, mais en tout cas, on garde au moins les protéines végétales, plus bien sûr les vitamines et les minéraux. L'autre grand principe, c'est d'éviter donc les plats industriels. Alors, je dis bien éviter, je ne dis pas supprimer, parce que dans l'idée aussi, c'est pas d'être dans la frustration permanente et dans le calcul permanent. Puisque finalement, si on commence à travailler comme ça, en étant uniquement dans une frustration, on va perdre d'un côté ce qu'on va gagner de l'autre. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec du stress et du calcul et mentalement une charge mentale peut-être plus élevée. Non, pas du tout. Si un soir on a besoin, parce qu'il n'y a pas eu d'autre possibilité de décongeler une pizza, eh ben on la décongèle et on la mange sans être dans la culpabilité. Dans les plats industriels, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'ils sont à la fois très chargés en sucre rapide, même si on n'a pas l'impression qu'ils soient sucrés, et en même temps chargés de mauvaise graisse, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois beaucoup d'oméga 6, trop, et à la fois des acides gras saturés qui peuvent justement avoir des effets un petit peu dommageables au niveau du système cardiovasculaire. Dernière recommandation, les produits frais, colorés, de saison et bio si possible. L'intérêt d'aller consommer des produits frais, colorés, de saison et bio, c'est d'avoir cet apport en vitamines et en minéraux. Et quand je dis coloré, c'est parce que finalement, chaque aliment de couleurs différentes amène souvent des vitamines différentes aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir une assiette avec le maximum de couleurs pour avoir différentes vitamines et différents minéraux dans l'alimentation. Alors, toujours pour aller vers l'équilibre, l'idée, c'est de varier les plaisirs et d'innover. Bon, alors ça, c'est une phrase, une proposition très large et ambitieuse, mais ça peut passer tout simplement par peut-être repenser un petit peu la façon dont on cuisine et faire en sorte de se réapproprier un petit peu la cuisine, les aliments, de les goûter crus, de les goûter cuits, de différentes façons. Il y a vraiment des choses toutes simples, toutes basiques à faire pour se faire plaisir, à la fois en préparant et puis après derrière en dégustant. Parce qu'on prépare déjà, enfin on déguste déjà en même temps qu'on prépare et qu'on imagine. En fait, le travail du tube digestif, il se fait déjà et les sécrétions enzymatiques, elles se font déjà avant d'être à table. Une autre recommandation, plutôt que d'être à fond sur le sel, par exemple, on a besoin aussi, bien sûr, mais pensez aux aromates et aux huiles végétales. Il y a l'huile d'olive qui peut être très intéressante aussi, et puis il y a beaucoup d'huiles végétales. Variez les huiles, parce que vous aurez toujours des ratios oméga 3, oméga 6, oméga 9 différents. Donc, variez les huiles dans votre assaisonnement et puis utilisez des aromates. Les aromates, donc le thym, les ciboulettes, le persil, la coriandre. Bon, il y a pléthore d'aromates, le curcuma, sont vraiment aussi des sources d'antioxydants et souvent, elles ont un rôle antibactérien, antimicrobien important et elles apportent vraiment un plus à l'organisme. Donc, on n'est pas obligé de les acheter, de les cueillir directement dans son jardin. On peut en avoir quand même en séché. Il y a des propriétés qui se conservent avec des aromates séchés ou même congelés. Et l'équilibre vers une alimentation revitalisante. Alors là, on va arriver plutôt sur le rythme au cours de la journée.
L'idée, c'est en naturopathie, moi, ce que j'essaie vraiment au départ aussi, si on veut changer des choses de fond, c'est peut-être de ne pas partir dès le matin vers du sucre, notamment les sucres rapides, puisqu'on a vu que là, on lance vraiment la glycémie, on lance l'insuline, on lance les mécanismes de sécrétion d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et du coup, ce yo-yo du sucre dans le sang, il va se faire toute la journée. Cette alternance va fatiguer l'organisme et on aura systématiquement le pompe de 11 heures parce que la glycémie a chuté, l'insuline a fait son boulot, mais en même temps, elle a continué à travailler après, donc on a ce gros coup de fatigue. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller plutôt sur des petits déjeuners avec des sucres plutôt lents quand même, du pain quand même assez complet, ou alors carrément des petits déjeuners salés. C'est d'éviter les petits déjeuners à base de sucre rapide uniquement, d'éviter donc ce verre de jus de multivitaminé avalé en 30 secondes, avec juste un café ou une petite biscotte pleine de confiture, mais c'est plutôt d'aller vers des céréales donc dites sucre lent ou des petits déjeuners salés, les miam aux fruits, donc des bananes écrasées avec de l'huile, du citron et différents fruits. Alors, à propos de fruits, justement, un principe qui finalement donne des résultats aussi très vite et très intéressant en matière de digestion, qui évite beaucoup de ballonnements et beaucoup de difficultés intestinales, c'est de manger les fruits entre les repas et pas à la fin des repas, sauf s'il est cuit. Les manger après un repas, ça fausse tout le principe de digestion. Et ça ramène des inflammations, ça peut ramener des flatulences, enfin une digestion qui va être rendue beaucoup plus difficile. Et même chose pour la boisson, quand je parle de boire, c'est boire de l'eau, s'hydrater. Si on boit beaucoup pendant un repas, vous pouvez tester, hein, on se rend compte que les enzymes digestives sont diluées et que du coup, elles font moins bien leur travail. Donc, l'idée, c'est de ne plus boire peut-être une demi-heure avant de manger, mais en tout cas, c'est peut-être pas de boire un demi-litre d'eau pendant le repas, parce que ça dilue les enzymes digestives. Donc, ça aussi, c'est des principes un petit peu qui peuvent petit à petit rythmer la journée, se dire quand est-ce que je positionne les fruits et quand est-ce que je m'hydrate. Puis surtout respecter la sensation de faim, hein. Je parlais du petit déjeuner tout à l'heure, mais c'est vrai que si le matin on n'a pas faim, c'est peut-être pas la peine de se forcer absolument à manger beaucoup. Le corps ne réclame pas, il a peut-être pas fini sa digestion du soir, enfin de la veille au soir, donc c'est peut-être pas la peine d'insister. Et même chose, si le soir on se sent fatigué, qu'on a eu une grosse journée et qu'on a juste envie d'une soupe ou d'une tisane, eh bien on ne force pas les choses. On n'est pas obligé de manger un repas avec 3 plats différents. Peut-être mettre en place, il y a des personnes comme ça qui n'ont pas faim le matin, par exemple. Donc, très vite, elles peuvent passer dans un principe de ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est d'être au moins 11 heures sans manger, sans faire travailler son système digestif. Le premier travail vraiment qu'on observe et qui est assez bénéfique, c'est 13 heures, et le mieux encore, c'est d'aller jusqu'à 16 heures. Donc, ça veut dire quand on est vraiment sur 16 heures sans manger, là, on est soit sans petit déjeuner, soit sans repas du soir. Alors, on n'est pas obligé de faire ça tous les jours, hein, parce que c'est quand même un autre rythme alimentaire. Mais si on le sent, si ça passe bien, ça peut être fait une fois par semaine. Et déjà, ça amène un nettoyage du système digestif, un repos un petit peu du foie aussi, qui est un organe de la digestion qui est très important dans la filtration et dans le nettoyage. Et on a déjà des effets bénéfiques. Donc, ça peut être une fois par semaine si ça se prête bien et si ça rentre bien dans l'emploi du temps. Dans le même principe, un petit peu de ne pas fatiguer trop son système digestif, il y a le principe des monodiètes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble assez facile à proposer, à mettre en place. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on fait un repas avec un seul type d'aliment. Soit je fais un repas que de pommes, crues et cuites, je peux manger 2 pommes, 3 pommes, que de riz ou alors que de carottes. Donc là, on est sur des aliments assez simples, assez basiques, et ces aliments-là permettent aussi, quand on ne consomme qu'eux, eh bien de nettoyer le tube digestif. Chacun voit d'où il part. Si ça vous parle, si une monodiète vous parle, testez, lancez-vous, pourquoi pas. Si au contraire, le jeûne intermittent vous semble plus adapté à votre rythme de vie et à la façon dont votre
dont votre sensation de faim apparaît, ben, allez-y aussi, pourquoi pas. Donc là, on voit très vite les effets bénéfiques de ces pratiques quand même, à condition de les tenir un petit peu régulièrement. Et une monodiète, si vous êtes bien, si vous êtes parti, ça peut même être une journée par semaine toute entière et on a très vite des effets bénéfiques. Mais rien qu'un jeûne de déjà 13 heures, ça fait déjà du bien au corps, en fait, il faut se le dire aussi. Un repas type dans l'idée, c'est de commencer par des crudités avec une huile végétale donc que l'on varie, des aliments plus vitaminés, riches en minéraux. Mais attention aussi, quand je dis ça, s'il y a des personnes qui ne supportent pas le cru. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, commencez plutôt par des légumes décrudis, comme on dit, c'est-à-dire un tout petit peu dont on a fait une petite cuisson. L'idée, c'est de ne pas dépasser une protéine par repas. Donc, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, des fromages ou des légumineuses. Et puis, c'est de compléter avec, pourquoi pas, des céréales et des légumes cuits ou décrudis. Dernier point, les super aliments. Alors, les super aliments, ce sont des aliments qui sont importants d'avoir de temps en temps dans son alimentation, ou peut-être une fois par jour, d'en choisir, s'assurer qu'on en a au moins un, parce qu'ils sont super riches en vitamines, en enzymes et en minéraux. Il y a les algues, tous les plats à base d'algues, les tartares d'algues, les orties, la soupe d'orties, des quiches à base d'orties. Les orties sont des super aliments. Tout ce qui est oignon, ail, parce que ce sont aussi des aliments anti-infectieux et pleins d'antioxydants. Les graines germées, très vitaminées. Pour saupoudrer des plats, c'est très sympa. La spiruline, qu'on connaît bien, que les végétariens connaissent bien, puisque c'est quand même une base de vitamine B12. Tous les fruits secs de type noix du Brésil, pour les bons acides gras. Et les noix du Brésil sont très riches en sélénium, donc ça, c'est très intéressant. Gingembre, curcuma, donc sont des produits anti-inflammatoires. Les fruits rouges, c'est plein d'antioxydants. Et puis la levure de bière, c'est aussi plein de vitamines, notamment pour tout ce qui est cheveux, zinc, etc. Enfin, immunité. C'est quand même des aliments qui boostent bien, qui renforcent bien la vitalité. Donc très revitalisant. La question du gluten. Alors, le gluten, il est apporté principalement dans des aliments qu'on range dans la catégorie des glucides, donc des aliments à base de céréales, comme le pain et les pâtes, mais il faut savoir que c'est une protéine finalement qui est présente dans ces aliments-là et qui a été finalement produite à partir de l'amélioration génétique des variétés donc de céréales, notamment de blé. Cette amélioration génétique, l'idée, c'était vraiment d'avoir des amidons qui permettent une belle productivité, à la fois en termes agricoles, hein, mais aussi pour la panification derrière et pour donc la fabrication du pain. Du coup, cette protéine, finalement, elle est tellement transformée qu'elle donne cette espèce de glu. Gluten, ça vient de glu, hein, donc comme une espèce de colle qui fait que les farines s'agglomèrent bien et que le pain, justement, est vite panifiable. Mais ce sont donc des molécules qui sont inflammatoires pour le corps et puis en plus qu'il ne connaît pas puisque ce sont des molécules vraiment nouvelles. Donc historiquement, le corps, il a quand même ses repères par rapport aux molécules qu'il connaît. Là, il ne les connaît pas. Si bien qu'on se trouve dans un mécanisme d'inflammation avec ce gluten. Et cette inflammation amène ce qu'on appelle une porosité intestinale. Alors, les cellules de l'intestin, qu'on appelle des entérocytes. Et donc, normalement, l'entérocyte, il a un rôle vraiment de filtration et de barrière, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer des molécules qui seraient toxiques pour le sang. Maintenant, avec les inflammations générées par toutes ces molécules nouvelles, eh bien, ces barrières à sauter, en fait. Là, on est vraiment dans une porosité intestinale, c'est-à-dire que la molécule, que ce soit une molécule de gluten, mais autre, hein, ça peut être vraiment autre chose. Au lieu d'être stoppée, eh bien, elle va passer dans le sang. Et donc, la difficulté, c'est que comme la filtration n'existe plus, enfin, ce rôle de barrière n'existe plus,
Ces molécules inflammatoires, que ce soit donc du gluten, mais aussi autre chose, elles passent dans le sang, donc ici, là, et elles circulent, par exemple, jusqu'au cerveau, elles circulent dans tout le corps. Et en plus, pour parler plus spécifiquement du gluten, on sait que le gluten, les molécules qui sont constitutives de cette protéine de gluten, elles agissent au niveau du cerveau comme des opioïdes. Donc, comme les molécules d'opium, donc elles créent vraiment une espèce de brouillard ou une espèce de bien-être, mais aussi un espèce d'état de manque derrière quand elles ne sont plus présentes. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe avec la problématique du gluten. Alors, bien sûr, il y a des solutions. Ça fait partie la grosse part des consultations en naturopathie. Comment faire? Alors, la première idée quand même, c'est de réparer la barrière intestinale, en fait, de réparer ces fameuses jonctions là qui font office de barrière. Donc, pour ça, il y a une molécule qui joue très bien ce rôle, qui existe dans de nombreux produits d'ailleurs, mais en fait, en gros, c'est ce qu'on appelle la glutamine. Donc, ça, c'est la première chose. On peut commencer à se dire, bon, on va réparer la barrière intestinale. On peut aussi prendre des probiotiques et des prébiotiques, puisque finalement, quand il y a suffisamment de probiotiques dans l'intestin, les jonctions serrées ont tendance à se refaire aussi. Après, en même temps que cette phase de réparation, évidemment, on évite les molécules inflammatoires, donc celles qui contiennent le gluten, ces blés, certaines avoines, mais pas toutes, mais du coup, on les élimine aussi, le seigle et l'orge. Donc, ce sont les 4 principales qu'on a tendance à éliminer pour justement enlever l'inflammation au niveau intestinal, mais on peut aussi enlever camoute, épeautre. Certains disent petit épeautre. Moi, j'ai tendance à le laisser quand même. Quinoa, ce n'est pas une céréale, mais il semble qu'il ait des molécules inflammatoires de même type que le gluten. Et donc, on évite en tout cas ces molécules inflammatoires, au moins pendant un certain temps. Et pendant cette période-là, on essaie de réparer la barrière. Et à l'inverse, on va favoriser les aliments et les céréales qui ne contiennent pas de gluten, du riz, du sarrasin, de l'amarante, du millet, du maïs aussi, pourquoi pas. Et sur le soja, pareil, il n'y a pas de gluten, mais attention, le soja, si c'est pour le consommer à outrance, c'est quand même pas forcément idéal non plus, ça peut amener d'autres problématiques derrière. Voilà, j'en arrive à la fin des principes de base pour aller vers une alimentation saine, vivante et revitalisante. Donc, merci de votre attention. Merci Valérie pour cette réponse à une question vaste, mais avec des éléments essentiels pour comprendre comment on peut aussi aller vers une alimentation équilibrante, revitalisante, vivante, saine, pour que notre alimentation nous soutienne et soutienne notre santé. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles et surtout abonnez-vous à la plateforme de diffusion pour suivre gratuitement les prochains épisodes. Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie.